Il y a ceux qui créent les vêtements et il y a celles qui décident s'ils ont le droit d'exister. Pendant près de 40 ans, la mode a fonctionné comme une monarchie et la reine portait une coupe au carré et des lunettes noires. Anna Wintour et le magazine Vogue étaient le filtre unique entre une industrie qui pèse des centaines de milliards de dollars et le grand public. Mais depuis quelques années, le décor a changé. Je vous apprends rien, une tendance naît en quelques heures sur les réseaux. Il suffit qu'une célébrité ou une marque buzz pour que tout le monde s'arrache une pièce que la presse se contentera de commenter plus tard. En fait, le monopole du goût s'est dissous dans l'algorithme et n'importe qui peut bousculer les codes depuis sa chambre. Face à tout ça, on a l'impression que l'influence de Vogue s'est estompée ou du moins qu'elle s'est déplacée ailleurs. Les budgets publicitaires des marques se sont envolés vers les créateurs de contenu à tel point que le secteur mode et accessoires est devenu le secteur qui investit le plus en marketing d'influence en France. Preuve que le verdict n'appartient plus à une seule femme, mais à tout internet. Et le sujet, c'est même plus la crise du papier, ça fait bien longtemps que Condé Nast a pris le virage du digital. Non, en fait, le vrai séisme aujourd'hui, c'est l'effondrement du modèle web traditionnel. Entre les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle qui aspirent le trafic des sites internet, et les espaces publicitaires sur le web ne rapportent plus assez. Résultat, en coulisses, l'empire Condé Nast traverse depuis quelques années une zone de turbulence. Et la bouée de sauvetage qui ne doit absolument pas éclater, c'est sa marque la plus forte, Vogue. Du coup, quand on voit Chloé Mal prendre la place d'Anna Wintour comme rédactrice en chef du Vogue US, pour tout le monde, le calcul est vite fait. On se dit que la crise a fini par remporter la papesse de la mode et qu'Anna Wintour a été évincée pour sauver Vogue. Pourtant, si Anna Wintour lâche la rédaction du Vogue US, elle ne part pas. Loin de là. Elle est maintenant directrice éditoriale mondiale de Vogue et directrice des contenus de tout l'empire Condé Nast. Un empire qui, selon les rumeurs, chercherait un acheteur et se rapprocherait étrangement du géant Amazon. Alors dans un monde où des millions de voix font et défont la mode en simultané, Anna Wintour est-elle en train de bâtir une nouvelle forme de pouvoir, plus puissante et invisible, ou est-elle l'architecte d'un monde qui n'existe déjà plus ? Pour mesurer la véritable influence d'Anna Wintour, faut d'abord arrêter de voir Vogue comme un simple magazine de mode et le voir pour ce qu'il est vraiment, une institution financière et politique. Parce que Vogue c'est avant tout un label de validation, et ce rôle de certificateur plus ou moins, il date pas d'hier. Le magazine il est créé en 1892 à New York par un certain Arthur Baldwin Turner. Mais à cette époque, c'est juste une revue hebdomadaire pour les mondaines de Manhattan. On y parle entre autres de mode, ça marche un temps, mais au bout d'un moment, plus personne le lit. Tout bascule en 1909 quand Condé Monrose Nast rachète l'affaire. Et c'est sous l'égide d'Edna Woolman Chase, qui restera rédactrice en chef pendant 38 ans, que Vogue devient ce fameux label de validation. En fait, c'est elle qui impose la théorie du ruissellement. C'est l'idée que les tendances sont dictées par une petite élite avant de couler vers le reste de la société. Si vous voulez, à cette époque, Vogue c'est pas un catalogue qui montre ce que les gens portent, mais ce qu'ils vont porter. Comme un filtre. Et ce rôle va prendre une toute autre dimension en 1936. Pour surmonter la Grande Dépression, Condé Nast décide de fusionner Vogue avec son autre magazine phare, Vanity Fair. D'un coup, Vogue intègre des pages entières de culture, de théâtre, de littérature et de cinéma. Le vêtement est plus isolé, il est connecté au reste du monde, d'où le surnom Bible de la mode. C'est à la fois un guide et un témoin du temps. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Vogue va carrément mélanger des photos de mode et les images chocs des camps de Buchenwald, prises par leur correspondante de guerre Lee Miller. Puis en 1947, le magazine sacralise le New Look de Dior comme le signal mondial de la reconstruction. C'est vrai qu'après des années de pénurie où on rationnait tout, Dior débarque avec des jupes qui demandent une sacrée quantité de tissu quand même. Donc c'est le message ultime que l'abondance est de retour. Donc en fait, tout ça pour dire que c'est un peu dis-moi à quoi ressemble la mode, dis-moi ce qui est dans Vogue, je te dirai comment va le monde. Même aujourd'hui, quand on voit la couverture de Timothée Chalamet dans un délire de conquête de l'espace, je suis la première à me demander pour qui, pourquoi, mais ça reste un témoin de notre temps et peut-être que dans 20 ans, je sais pas, on dira que cette couverture est sortie pile au moment de la révolution de l'IA et de tous les débats qui vont avec. Bref, c'est précisément cette bible de la mode qu'Anna Wintour va choisir de conquérir. Née en 1949, elle grandit à Londres. Son père Charles Wintour est le puissant rédacteur en chef du Evening Standard. Il est surnommé Chilly Charlie, ce qui veut quand même dire Charlie le froid, donc on comprend que les chiens ne font pas des chats et que même à la maison, l'ambition n'était pas une option. À 13 ans, sur un formulaire scolaire, elle écrit noir sur blanc son objectif de vie, devenir rédactrice en chef de Vogue. Voilà, comme quoi on en revient souvent à ses rêves d'enfant, si tant est que ce soit possible de les atteindre. Parce qu'Anna déteste l'autorité. À l'école privée, elle trouve l'uniforme beaucoup trop austère et s'amuse à raccourcir ses jupes elle-même, avant de carrément quitter l'école à 16 ans sans aucun diplôme. Mais c'est pas pour autant qu'elle va rester assise au fond de son canapé. Au contraire, elle surfe sur le swing in London des années 60, elle travaille dans la mythique boutique Biba, elle décroche un stage chez Harrods, elle fait la fête et commence à fréquenter des écrivains et des artistes. En gros, elle est là où ça bouge, et dans ce milieu, c'est la meilleure manière
manière de gravir les échelons. C'est à cette époque qu'elle met un premier pied dans la presse comme assistante et styliste pour le magazine underground Oz, avant d'entrer chez Harper's Queen qui deviendra ensuite Harper's Bazaar. C'est ici qu'elle apprend le plus, elle touche à tout, des shootings à la mise en page, et c'est ce côté ultra polyvalent qui va lui donner la confiance nécessaire pour s'envoler, direction New York. On est en 1975, Anna débarque à Manhattan chez Harper's Bazaar US, et c'est un échec. Au bout de 9 mois, elle se fait virer. Les shootings qu'elle organise sont jugés trop audacieux, le rédacteur en chef lui balance même qu'elle ne comprendra jamais le marché américain. Vraiment, elle se fait virer quoi. Un peu fort de café quand on connaît la suite, mais comme quoi un rejet ne définit pas une carrière. Elle dira même plus tard qu'elle recommande à tout le monde de se faire virer au moins une fois dans sa vie parce que ça remet les choses en perspective. Harper's Bazaar ne veut plus d'elle. Pas de soucis, elle continue sa route dans le magazine érotique chic Viva, puis chez Savvy pour enfin atterrir au prestigieux New York Magazine. Et c'est là que tout s'accélère. Anna comprend très tôt un truc fondamental, la mode est aussi un divertissement. Et pour capter l'attention du grand public, il faut arrêter d'utiliser que des mannequins anonymes et miser à fond sur les célébrités. Et en coulisses, il y a un géant de l'édition qui observe de très près cette femme, le groupe Condé Nast. En 1983, Anna Wintour intègre enfin Vogue US comme directrice de la création. C'est bien, mais c'est pas encore rédactrice en chef. Alors quand Grace Mirabella, la rédactrice en chef pour le coup de l'époque, lui demande quel poste voulez-vous, Anna lui répond simplement le vôtre. Au moins c'est clair. Pendant plus de 2 ans, Anna retravaille les mises en page dans le dos de sa supérieure et crée une sorte de bureau dans le bureau, un peu dans le dos vraiment de sa supérieure. Son influence grandit tellement que Condé Nast décide de lui confier la rédaction du British Vogue. Du coup, en 1985, retour en Angleterre, et c'est là-bas qu'elle va gagner son surnom le plus célèbre, Nuclear Wintour. Nuclear Wintour, pour la simple et bonne raison qu'elle vire la moitié du personnel, change radicalement la ligne éditoriale et exige la perfection. Face aux critiques sur son management, elle dira « Si je parais froide ou brusque, c'est simplement parce que je vise l'excellence ». Pendant ce temps-là, à New York, Vogue perd de l'influence. Le magazine est perçu comme trop vieux, trop bourgeois, trop conservateur quoi, face à la montée du magazine Elle, bien plus moderne et en phase avec son époque. Et notre chère Grace Mirabella aussi, on dit d'elle qu'elle est déconnectée des nouvelles aspirations des femmes, alors en 1988, Condé Nast la vire. Pour vous dire, c'est tellement brutal qu'elle apprend son licenciement dans un communiqué de presse en même temps que tout le monde. Et pour sauver le Vogue US, Condé Nast n'a qu'une seule idée en tête, il faut rappeler Anna. Ce jour-là, ce qu'elle aurait écrit sur un papier à 13 ans se concrétise enfin. Anna Wintour est officiellement la rédactrice en chef de Vogue US. Le 10 novembre 1988, Anna publie sa première couverture. À l'époque, les couvertures de Vogue, elles sont photographiées en studio avec un style très guindé, très riche quoi. Mais là, on découvre une mannequin, Michaela Bercou, dans la rue, qui sourit avec les cheveux au vent. Et surtout, elle porte une veste Christian Lacroix haute couture à 10 000 $, avec un simple jean Guess à 50 balles. C'est tellement du jamais vu que même l'imprimeur appelle le magazine en panique pour demander si c'est pas une erreur. Mais non, il n'y a pas d'erreur, Anna vient juste d'inventer le high and low, le mélange du luxe et de la rue. Bon, vous imaginez bien que comme à chaque petite révolution, les critiques affluent, les anciennes lectrices se sentent trahies, mais Anna sait ce qu'elle fait et résumera sa vision avec cette formule parfaite « Je n'ai pas encore rencontré de femme qui veuille paraître vieille ». À partir de là, sa réputation de Nuclear Wintour aux décisions tranchées ne va plus la quitter. Elle est crainte par qui ose s'y frotter, mais en tout cas, le résultat est là, ça cartonne, et c'est vrai qu'on reste pas à la tête d'un empire comme Vogue pendant près de 40 ans par hasard. Donc concrètement, quand elle arrive, elle dépoussière tout. Cette intuition que la mode doit être un divertissement de masse, elle va enfin pouvoir la concrétiser à grande échelle. On voit plus seulement des mannequins traditionnels en couverture, mais des stars, des actrices, des chanteuses, etc. Et notamment en couverture du fameux September Issue, qui est le numéro le plus important de l'année. Pour faire simple, le numéro de septembre, c'est un peu comme le nouvel an de la mode. C'est le moment de la rentrée, où sortent les grosses collections d'hiver et où les marques dépensent des millions en publicité. Alors attention, ça existait bien avant Anna Wintour, mais elle va utiliser les stars pour transformer ce rendez-vous commercial en phénomène de pop culture. Même si ça reste très commercial, ça l'est d'autant plus du coup quoi. Le magazine devient pour le coup une vraie bible de plus de 700 ou 800 pages qui dicte la pluie et le beau temps sur l'économie mondiale du luxe. À partir de là, Anna Wintour se contente pas de refléter les tendances, elle les dicte. Mais tout ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que le vrai pouvoir d'Anna Wintour se limite pas à des couvertures de magazines, il se limite d'ailleurs pas à un magazine tout court. Dans l'ombre, elle construit une influence aussi discrète que puissante, son soft power. Sa capacité à faire et défaire les carrières de toute l'industrie de la mode et du luxe, car si la papesse est aussi crainte qu'adoubée, c'est pas pour rien.
La vraie puissance d'Anna Wintour, elle dépend pas que du nombre de personnes qui lisent le magazine, parce qu'en réalité, Vogue fonctionne comme un outil B2B ultra puissant. Pour un créateur, apparaître dans les pages de Vogue, c'est bien plus que de réussir à vendre 3 robes à des particuliers. En fait, si t'es dans Vogue, c'est comme si tu avais un tampon officiel qui dit que t'es légitime. C'est le fameux label de validation dont on parlait un petit peu plus tôt. Ça va rassurer autant les investisseurs, les grands groupes de luxe que les acheteurs des grands magasins. Donc en gros, pour un jeune designer, être validé par Anna, c'est une manière de dire au milieu, vous pouvez investir sur moi, vous prenez pas de risque. À ce niveau-là, Anna est plus seulement journaliste, mais la consultante stratégique des géants du luxe. Et son allié le plus puissant s'appelle Bernard Arnault, à la tête de LVMH. En 1996, par exemple, quand Dior a besoin de faire du bruit et de se réinventer, c'est Anna Wintour qui conseille à Bernard de nommer John Galliano à la direction artistique. Pareil avec Marc Jacob chez Louis Vuitton. Avant lui, Vuitton faisait que de la maroquinerie et c'est Anna qui pousse la maison à se lancer dans le prêt-à-porter pour en faire le Vuitton qu'on connaît aujourd'hui. En fait, c'est tout bonnement une chasseuse de tête. Si elle pense qu'un directeur artistique irait bien dans telle ou telle maison, elle passe un coup de fil au PDG, et le PDG décroche. Plus dingue encore, son influence repose sur un réseau invisible de pions stratégiquement placés qu'on appelle les Wintour Girls. Pour être sûre d'avoir des yeux et des oreilles partout, Anna a placé ses anciennes assistantes et ses protégées à des postes clés, soit dans d'autres rédactions, mais aussi au sein même des maisons de luxe. En fait, Anna Wintour ne dirige pas seulement un magazine, elle tire les ficelles de l'industrie de la mode. Et ce contrôle, elle s'en sert aussi pour protéger le milieu. En fait, tout au long de sa carrière, elle a soutenu des créateurs parfois inconnus au bataillon pour les aider à se développer, soit en leur donnant de la visibilité, soit en les présentant aux bonnes personnes, etc. Je me rappelais aujourd'hui avec mon équipe que Anna, ça avait été la première à m'ouvrir les portes de son bureau à l'époque à New York et j'en suis encore très reconnaissant. Donc je vous remercie Anna et je sais que vos portes sont toujours ouvertes pour la création et voilà, merci. En 2003, elle va même créer le CFDA, Vogue Fashion Fund, pour accompagner les créateurs émergents aux États-Unis. Et en 20 ans, plus de 8 millions de dollars ont été distribués à plus de 200 directeurs artistiques comme Alexander Wang ou Proenza Scholler. Donc Nuclear Wintour, oui, mais d'un autre côté, elle passe une grande partie de son temps à construire la carrière des autres, et certains diront même que vu le nombre de personnes qu'elle a aidées, elle serait finalement beaucoup moins égocentrique que la plupart des gens du milieu. Mais si elle peut propulser des carrières en claquant des doigts, elle peut aussi faire tout l'inverse. En gros, si vous refusez de vous plier à ses règles, elle vous efface. Le cas le plus célèbre, c'est celui d'Azine Alaya. C'était un génie de la couture, mais parce qu'il refusait de suivre les directives et les calendriers imposés par Anna, elle a tout simplement banni ses créations des pages de Vogue. Sauf que bon, Alaya en avait pas grand chose à faire, ou du moins c'était un des rares à lui tenir tête, jusqu'à dire en interview « Elle gère très bien le business mais pas la mode. Quand je vois comment elle s'habille, je crois pas en ses goûts vestimentaires une seule seconde. » Mais bon, le cas Alaya reste une exception, et globalement, tout le monde lui a toujours ciré les pompes. Parce qu'au fond, le milieu a compris qu'Anna Wintour n'est pas une artiste, c'est pas non plus vraiment une journaliste, mais c'est une femme d'affaires, redoutable et influente. C'est sous sa direction que Vogue devient le magazine de mode le plus important de l'histoire parce qu'il combine 3 forces uniques, le prestige, une portée mondiale et un pouvoir de prescription absolu. D'autres magazines commentent la mode, mais Vogue a longtemps eu la capacité de la définir, autant vis-à-vis des professionnels que du grand public. Et l'événement qui incarne le mieux ce mix parfait entre art, business et pouvoir, c'est son chef-d'œuvre, le Met Gala. Pour la petite histoire, cet événement existe depuis 1948, mais c'est quand Anna Wintour en prend la présidence en 1995 qu'il devient un show hyper médiatisé à l'américaine, quoi. À la base, l'événement a un but très précis, récolter des fonds pour le Costume Institute, qui est en fait le département du Metropolitan Museum de New York dédié à l'histoire du vêtement. Je vous la fais courte, mais en gros, ce département reçoit aucun financement public et dépend donc à 100% des donations privées. Le Met Gala, en fait, c'est un gala de charité qui permet de faire entrer du cash pour le Costume Institute. Et pour faire entrer du cash, Anna applique là encore sa recette magique, troquer la vieille bourgeoisie new-yorkaise contre le star system mondial. Bref, en faire un divertissement, ce qui fonctionne très bien. En 2024, il fallait débourser jusqu'à 75 000 $ pour obtenir une seule place à une table, et au fil du temps, l'événement a récolté plus de 200 millions de dollars pour le Costume Institute. Mais il suffit pas de payer, là encore, Anna a le pouvoir sur tout, elle valide tout, chaque invité, chaque plan de table, la couleur du tapis rouge, l'ordre des interviews, c'est elle qui décide qui s'assied à côté de qui doit être vu ensemble, ou au contraire ne surtout pas se croiser. C'est vraiment l'événement géopolitique de la mode, mais aussi et surtout la célébration de la domination d'Anna Wintour sur l'industrie de la mode. Et le coup de génie arrive en 2015 quand Vogue commence à retransmettre le tapis rouge en direct. En faisant du red carpet un show mondial commenté par des millions de personnes, elle prouve que Vogue est une marque culturelle surpuissante.
Pour vous dire, son influence est telle qu'en 2014, le musée a carrément rebaptisé l'espace physique du département du Costume Institute le Anna Wintour Costume Center. C'est du jamais vu. Depuis sa création en 1937, personne n'avait jamais eu son nom gravé, ne serait-ce que sur un bout de mur. Et ce pouvoir dépasse même le monde de la mode, elle est reçue par les chefs d'État, elle est décorée au Royaume-Uni, en France, et a même failli être nommée ambassadrice des États-Unis à Londres par Obama. En résumé, nous, grand public, on voit la façade, littéralement la couverture du magazine, mais l'industrie voit le système. Anna a transformé Vogue en un empire financier et politique indestructible, du moins c'est ce qu'on croyait. Parce que même si le Met Gala a pris une ampleur de dingue grâce aux réseaux sociaux, ces mêmes réseaux sont en train, en parallèle, de fragiliser son pouvoir. À partir de 2012-2015, confronté à l'explosion des réseaux sociaux, Vogue voit la temporalité de l'information lui échapper. On n'attend plus 3 mois qu'un magazine valide une tendance, que ce soit en kiosque ou sur Instagram. Désormais, tout le monde a une voix et le rapport au bon goût et surtout à l'influence a totalement changé. En fait, la crise du papier, c'est que le symptôme technique. Ce qui s'est surtout passé, c'est qu'on est passé, justement, d'un monde vertical où une seule personne décide de ce qui est beau, bien, à suivre, etc., à un monde horizontal où des milliers de personnes peuvent avoir une voix qui est entendue. Réfléchissez par exemple au compte Instagram que vous regardez le plus sur la mode. Il y a de fortes chances pour que vous soyez abonné à Vogue, mais que les comptes que vous regardez le plus pour vous documenter sur ces sujets-là, etc., ce soient des créateurs de contenu. Ne serait-ce que pour trouver des inspirations de tenues ou autres. Il y en a comme Lias ou Dita qui débunkent le milieu et commente la mode sans langue de bois. Lias par exemple organise même des watch parties pendant la Fashion Week pour regarder les défilés en direct sur un écran avec des personnes qui le suivent pour rendre la mode d'une manière ou d'une autre plus accessible. Il y en a plein d'autres qui commentent la mode, soit en direct de manière assez à chaud on va dire, comme Mathieu Bobardelière et plein d'autres. Loïc Prigent aussi bien sûr qui montre les insides de la mode de la meilleure des manières possibles. Et puis au premier rang des Fashion Week, les grands patrons du luxe ne regardent plus uniquement Anna, ils regardent Lena Situation, Emma Chamberlain et bien d'autres. Tout ça parce que le public cherche de la proximité et c'est exactement ce que ces créateurs de contenu apportent, bien mieux qu'un magazine. Sans compter que les marques ont aujourd'hui leurs propres réseaux sociaux et leurs propres ambassadeurs pour toucher directement leurs acheteurs potentiels. Donc c'est vrai que face à ça, Vogue paraît moins incarné et la figure froide d'Anna Wintour a peut-être pas non plus aidé. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est comme si Vogue se faisait finalement dépasser par le star system qu'Anna Wintour a elle-même imposé. Résultat, pour la première fois, Vogue ne crée plus le désir, il court après. L'exemple le plus parlant, c'est celui de Kim Kardashian. Pendant des années, Anna Wintour l'a boycottée, elle était jamais invitée au Met Gala ni rien, sauf qu'en 2012, l'influence de Kim Kardashian devient bien trop énorme pour être ignorée. Elle finit donc par l'inviter au Met Gala, avant de lui offrir la couverture de Vogue en 2014. En 2016, elle offre même la couverture du September issue à Kendall Jenner après seulement 1 an de mannequinat, alors qu'habituellement, il faut 10 ans de carrière pour espérer y être. Mais Kendall a des millions d'abonnés. Mais bon, finalement, la force d'Anna Wintour, ça a aussi été de s'adapter à l'époque. Sur YouTube, par exemple, Vogue est devenu super puissant grâce à des concepts comme Beauty Secret ou les coulisses ultra privées du Met Gala. Le coup de génie, c'est d'utiliser ces vidéos pour créer une proximité inédite avec le public tout en offrant des accès exclusifs aux plus grandes stars de la planète. Et commercialement, c'est une machine de guerre, hein. Ces formats sont littéralement faits pour l'affiliation et le placement de produits. Enfin, c'est vrai que sur tous les formats qu'ils ont développés en vidéo, etc., machin, c'est génial. Sauf que c'est précisément là que l'influence d'Anna rencontre ses limites. D'un côté, elle a su, du coup, adapter le magazine au digital depuis plus de 10 ans, mais de l'autre, elle peut plus décider seule de qui mérite ou non d'exister dans la mode. Aujourd'hui, si le public réclame une star et que les marques de luxe se battent pour l'habiller, Anna n'a pas de choix que de l'inviter. Pour que ces événements restent cliquables, elle est obligée de suivre le mouvement. Elle dicte plus à 100% le marché, elle s'y plie. Pour rationaliser les coûts et tenter de reprendre la main face au réseau, le groupe Condé Nast décide de frapper un grand coup au début des années 2020 en lançant une restructuration mondiale qui centralise tout à New York, avec Anna qui devient directrice mondiale des contenus de tout Condé Nast et directrice éditoriale mondiale de toutes les éditions de Vogue. À ce moment-là, les éditions internationales de Vogue se standardisent à travers le monde. Vogue Paris disparaît pour devenir Vogue France. Pour la journaliste Sophie Fontanelle, que j'adore par ailleurs, cette stratégie de centralisation a carrément gommé les aspérités pour imposer une vision américaine et globalisée du monde. Ce qui est, ma foi, fort dommage parce que dans ce cas-là, autant faire qu'une seule édition, quoi. Sophie Fontanelle résume ça parfaitement. Dans un milieu de passionnés, elle a été, elle, passionnée par le pouvoir. Il n'était plus question de coup de cœur, sauf si c'était les siens. Mais malgré cette reprise en main, en coulisses, entre 2019 et 2025, l'Empire Condé Nast est pas loin du Titanic, quoi. Leur loyer au One World Trade Center à New York de 76 millions de dollars par an devient un peu trop cher pour eux, ce qui fait que la direction cherche désespérément à sous-louer ses étages pour réduire la facture.
Et donc, face à la crise du luxe, Condé Nast va chercher le cash là où il est, chez les géants de la tech. Parce qu'on a beau parler d'art et de mode, ça reste une industrie et le business passe avant le reste. C'est le moment où Anna accepte que Jeff Bezos et sa femme Lauren Sanchez financent le Met Gala 2026 et l'exposition du Costume Institute qui va avec. Ça fait scandale, j'en ai moi-même parlé, mais Anna Wintour défend publiquement le couple en soulignant l'intérêt de Lauren Sanchez pour la mode et le costume. Alors, c'est peut-être vrai, hein, mais la coïncidence qui est quand même assez dingue, c'est que Jeff Bezos cherche à développer Amazon Luxury et que sponsoriser le Met Gala, c'est quand même une opportunité en or de s'immiscer dans le milieu. C'est donc, là encore, une autre limite du pouvoir d'Anna. Face à la puissance financière de la Big Tech, même Vogue doit se mettre à genoux pour rester dans le game. D'autant plus que le luxe va pas très bien depuis quelques années et que les grandes maisons de couture préféraient peut-être mettre leur argent ailleurs que dans le sponsoring du Met Gala. Condé Nast chercherait même un acheteur et les rumeurs racontent que ça pourrait être Jeff Bezos. Mais bon, en attendant un éventuel rachat, Condé Nast commence du coup à vendre ses contenus aux intelligences artificielles. Le groupe signe même des accords avec OpenAI, Perplexity et autorise Amazon à utiliser les articles de Vogue pour entraîner et nourrir l'IA de shopping d'Amazon, Rufus, mais aussi Alexa. Une manière, finalement, pour le magazine de retrouver sa pleine influence, mais de façon invisible, pour orienter les décisions d'achat sur le web. Et le projet le plus fou qui montre bien comment Vogue est quand même loin d'être obsolète, c'est Vêt. Alors, je savais pas ce que c'était avant de travailler sur cette vidéo, mais en gros, c'est une plateforme lancée par Condé Nast qui mélange de l'IA, des créateurs de contenu et des marques de luxe pour pouvoir acheter directement les recommandations des influenceurs. Fini les liens d'affiliation, l'influenceur crée sa propre boutique virtuelle et l'IA gère automatiquement les flux de stock des marques et optimise le merchandising pour le créateur. En gros, pour la faire simple, tu vois un influenceur dont t'aimes le style, tu cliques sur sa boutique certifiée par Vogue, l'IA s'occupe de rendre l'expérience fluide et tu achètes en un clic. Et c'est là que tout s'éclaire. Maintenant que l'empire est totalement digitalisé, intelligence artificialisée et tout ce qu'on veut, Anna a beaucoup plus d'intérêt à reculer pour mieux régner. En septembre dernier, Anna Wintour annonce officiellement dans le New Yorker qu'après 37 ans comme rédactrice en chef de Vogue US, il est temps pour elle de passer le flambeau. On pense que c'est fini pour elle, mais en réalité c'est le couronnement ultime. Parce qu'à 75 ans, Anna ne part pas, elle prend de la hauteur. En abandonnant la gestion quotidienne du magazine, elle renforce sa position de directrice mondiale de la création de Condé Nast, avec Vogue, Vanity Fair, GQ, etc., et de directrice éditoriale mondiale de Vogue. En fait, elle n'est plus la directrice d'un magazine, mais l'architecte global du futur de l'industrie. La femme qui la remplace s'appelle Chloé Mal, elle a 39 ans, mais pensez pas à une outsider parce que c'est un pur produit du système Wintour. Elle est entrée chez Vogue en 2011, c'est elle qui a fait exploser le site Vogue.com à 14,5 millions de visiteurs par mois, en doublant le trafic direct grâce aux concepts digitaux et à la production de contenu autour d'événements Vogue comme le Met Gala et Vogue World. Donc en fait, ce dont on parlait un petit peu plus tôt sur le fait que Anna Wintour s'est super bien adaptée à tous ces changements-là, aux réseaux sociaux et tout, il y avait déjà en fait Chloé Mal qui pilotait un peu tous ces changements-là. Et depuis son arrivée à la tête de Vogue US, Chloé Mal a annoncé vouloir réduire le nombre de numéros par an pour sortir 8 Vogue au lieu de 10, mais avec un papier plus épais, plus luxe pour en faire en fait un objet de collection destiné aux puristes, pendant que tout le reste bascule sur le web et l'IA. Ce qui franchement fait sens. Donc Chloé Mal affirme sa vision, mais elle reste sous le contrôle d'Anna Wintour. Alors oui, Vogue ne dicte plus la mode tout seul, et Anna Wintour non plus. Son influence est plus aussi exclusive qu'avant, Vogue partage désormais ce pouvoir avec Instagram, TikTok et les créateurs eux-mêmes, et la fin de la monarchie absolue de Vogue est peut-être une des meilleures choses qui arrivent à ce milieu. Ça laisse place à une mode plus diverse, plus ouverte, où le goût appartient plus à une seule femme, mais à une multitude de regards. Mais c'est là tout le paradoxe. Les réseaux sociaux font émerger la tendance, mais Vogue reste malgré tout depuis toujours le certificateur suprême, le label de validation. Et tout ce qui est en train d'être mis en place avec l'IA, Vêt, la restructuration de Condé Nast, etc. est fait pour protéger ce pouvoir. En fait, Anna Wintour reste l'influenceuse numéro 1 de l'industrie de la mode, mais elle est la dernière de sa lignée. Je pense en fait qu'on reverra plus une seule personne centraliser autant de pouvoir dans la mode. Disons que son influence ne s'est pas évaporée, elle a juste changé de dimension. Voilà, merci d'être resté jusque-là. On se retrouve très vite, quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin des autres, salut!